21. Alors, hop, voilà. Alors, la situation professionnelle, vous dites qu'on n'avait pas forcément tout terminé. Je vais regarder. 21. Hop, donc le premier, ok, le contrat est possible, oui, nous l'avons vu. Et donc, effectivement, nous n'avions pas terminé. Donc, on avait vu. Voilà, on va les traiter. Je vais les traiter très rapidement en correction, d'accord? Elles ne sont pas très compliquées. Mais je vais les traiter. Nous avions vu la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, d'accord? Nous avions vu cette obligation qui est dévolue à l'entreprise, où l'entreprise doit faire cette déclaration auprès des services de l'URSSAF. Je vous avais montré le modèle de déclaration écrite et nous avions aussi juste parcouru le site de l'URSSAF et on avait évoqué cette DPAE qui finalement, administrativement va valider la relation qui s'est établie entre l'employeur et le salarié, donc la relation de contrat de travail. Il y a le contrat qui, lui, donne les obligations et les droits de chacun des parties, mais il y a aussi cette partie administrative qui est représentée donc par ce qu'on appelle la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, mais aussi par une autre obligation qu'a l'employeur, et ça va me permettre de répondre à la 22e question. Hein, alors, je vais le mettre en partage d'écran, hein, même si normalement vous l'avez. Hop, une fenêtre. Peut-être un peu grand. Voilà. Donc, ici, il était question donc, du service de santé au travail. D'accord? Alors, chaque entreprise est rattachée, je vous explique un peu comment ça se passe, chaque entreprise est rattachée à un service de santé au travail, ce qu'on appelait avant la médecine du travail. Aujourd'hui, le nom a changé, ça s'appelle les services de santé au travail. Et chaque entreprise, en fonction de sa situation juridique, est rattachée à un service de santé au travail. Alors, après quelques recherches sur Internet, vous auriez trouvé que le service de santé au travail de Nice, puisque c'était le lieu d'exercice du salarié, vous auriez trouvé que le service de santé se trouvait voilà. Hop. Alors, l'adresse exacte, la médecine du travail, 7 rue de Lille, tiens, ça s'invente pas, 7 rue de Lille à Nice, bon là c'était plutôt anecdotique, d'accord, pour trouver l'adresse du service de santé au travail. Pas contre. Deuxième partie de la question, est-ce qu'il est possible pour l'entreprise d'avoir son propre service de santé au travail? Oui, cela existe. Oui, c'est possible. Quel est l'intérêt pour l'entreprise d'avoir son propre service? D'abord, d'un point de vue de l'organisation, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a, bien sûr, évidemment, ça va se faire dans des grandes entreprises où il y a beaucoup de salariés. L'entreprise possède son propre service de médecine du travail, dans lequel il y a un médecin spécialisé en médecine du travail, une infirmière et éventuellement d'autres professionnels de santé. L'intérêt pour l'entreprise, c'est qu'à chaque fois qu'elle va utiliser les services d'un service de santé au travail qui est à l'extérieur de l'entreprise, c'est un coût pour l'entreprise. À chaque fois que l'entreprise va envoyer son salarié passer une visite, ça a un coût pour l'entreprise. Donc, de temps en temps, il est préférable, plus avantageux pour l'entreprise d'avoir son propre service de médecine au travail. Ça lui permet aussi éventuellement d'avoir une organisation qui lui est propre et d'avoir pas trop de difficultés s'il faut faire passer la visite médicale à un salarié en urgence, par exemple. Alors,
Sur la 23e question, c'était la déclaration de la DPAE, hein, donc il suffisait de remplir avec ce qu'on pouvait connaître des informations de la société. Ensuite, la 24e question nous parle de la visite. Le service de santé au travail est chargé de faire la visite d'information et de prévention, ce qu'on appelait avant la visite médicale d'embauche. Aujourd'hui, c'est un nouveau nom, donc ça s'appelle la visite d'information et de prévention. Donc pendant cette visite, on va bien sûr interroger le salarié sur son état de santé, mais aussi sur le travail qu'il va accomplir. C'est une visite qui est obligatoire. Pour l'entreprise, il faut qu'elle organise la visite. Alors, il faut qu'elle fasse la démarche de prendre contact avec les services de santé au travail de façon à pouvoir organiser la visite médicale du salarié. C'est une grave erreur de ne pas organiser cette visite, tout simplement parce que l'entreprise doit assurer la sécurité de ses salariés. La sécurité passe aussi par l'organisation de la visite d'information et de prévention. Le défaut de visite peut être reproché à l'entreprise et peut entraîner de graves conséquences pour elle. On pense notamment si le salarié, alors qu'il n'a pas fait sa visite, a un accident de travail. Alors certes, la visite n'aurait pas empêché l'accident de travail, mais elle peut avoir concouru à ce qu'il n'y ait pas eu les démarches nécessaires pour la sécurité du salarié et que, effectivement, là, à partir de là, l'entreprise sera responsable. Et on va même sur de la responsabilité pénale, ça veut dire de la responsabilité qui peut entraîner des peines de prison. La question 25 portait sur le registre du personnel. Alors, le registre du personnel, c'est un registre qui est dans l'entreprise et qui va reprendre les principales informations des salariés, notamment leur date d'entrée, leur date de sortie quand ils sont sortis ou leur date de fin de contrat, le poste qu'ils ont occupé. On va trouver aussi leur adresse, leur numéro de sécurité sociale, un certain nombre d'informations, encore une fois, là, plutôt de nature administrative et pas de nature financière. Ce registre, il sert pour connaître un petit peu qui est dans l'entreprise au jour d'aujourd'hui, d'accord ? Mais il va servir aussi, notamment en cas de contrôle, pour qu'on puisse vérifier qu'effectivement tous les salariés qui sont portés sur le registre sont bien dans l'entreprise et inversement. Alors aujourd'hui, tous les registres sont informatisés. Il y a encore quelques années, on avait les registres tenus à la main, mais aujourd'hui, tous les registres sont informatisés. Alors nous, ici, on n'a pas la possibilité de... Je ne peux pas vous faire travailler sur ça, mais je pense qu'avec peut-être votre professeur qui fait P7, la matière P7, qui est la matière d'informatique, il aura l'occasion certainement peut-être de vous faire créer des bases de données liées au registre du personnel et aussi de voir la dernière question qui est relative au PGI. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un PGI? Je vous donne je vous donne la parole tout de suite après, Léa. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un PGI? Non? Oui, allez-y, Nora. Un logiciel de gestion intégré. Voilà, c'est un logiciel de gestion intégré. C'est un logiciel qui va permettre d'avoir informatiquement les différents pôles de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie en comptabilité, chose qui va nous intéresser principalement, mais on va avoir aussi une partie du logiciel qui va s'occuper de la gestion commerciale, l'établissement des factures. On va avoir une partie du logiciel qui va s'occuper, par exemple, de l'établissement des fiches de paie, chose qui peut aussi nous intéresser, etc. Donc, on a souvent un module central qui est la comptabilité et des modules périphériques. Et ces modules sont interconnectés, ce qui fait que les opérations que l'on va créer dans la gestion de la fiche de paie, par exemple, vont pouvoir être directement injectées dans la partie comptable, puisqu'obligatoirement, une fiche de paie va donner lieu à des écritures comptables. Et plutôt qu'on les fasse à la main, le logiciel, lui, par son paramétrage, va permettre d'intégrer directement les écritures
de paye dans la comptabilité, comme le logiciel va intégrer l'enregistrement des factures directement dans la comptabilité à partir des factures qui ont été éditées pour les clients ou encore des factures ou des commandes fournisseurs, par exemple. C'est ça le PGI, et vous aurez l'occasion dans votre matière P7 d'étudier un PGI. Alors, je crois que vous allez travailler sur EBP ou sur Cégide. Ce sont les deux logiciels qui sont recommandés pour le BTS. Et sur vos années, alors il en existe plein. Il existe Sage, pour ceux qui connaissent peut-être, ou encore Ciel, ou encore Sari. Enfin, il existe plein de logiciels, évidemment. Il y a quand même quelques pointures sur le marché et quelques logiciels qu'on retrouve plutôt fréquemment en cabinet ou bien encore dans les grandes entreprises. Voilà pour les 2-3 petites dernières questions qu'on n'avait pas terminées sur ce TD. On va pouvoir donc maintenant aborder la suite des chapitres. Alors, Léa avait levé la main. Est-ce que votre question est toujours d'actualité, Léa? Oui. Dites-moi. Par exemple, s'il y a une panne informatique, est-ce que les registres sont au format papier? Personnel, Alors, par exemple. c'est une très bonne question. C'est une très bonne chose, Léa. Alors aujourd'hui, rares sont les sorties papier. Ça dépend de l'organisation de l'entreprise. D'accord? Rares sont les sorties papier, mais par contre, la sauvegarde, là, est importante. D'accord? Ce qui va permettre de pallier aux pannes informatiques ou encore aux pannes de logiciels ou aux bugs de logiciels. Et les procédures de sauvegarde, que ce soit des écritures comptables, que ce soit des fiches de paye, que ce soit des factures, de la dématérialisation des factures, tout ça fait partie vraiment d'une véritable fonction dans l'entreprise du service informatique, de façon à assurer effectivement, comme vous le dites, s'il y a une panne informatique, au moins on a une sauvegarde et on pourra éventuellement avoir une édition papier. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, on parle de plus en plus de dématérialisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sortie papier. On verra notamment, par exemple, pour les fiches de paye, chose qui nous concerne. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer la fiche de paye aux salariés par Internet. Donc, il n'y a plus de sortie, il y a de moins en moins de sorties papier, et je pense que d'ici 4, voire 5 ans, il n'y aura plus du tout de papier. Tout sera numérisé, informatisé, mais ça pose le problème de la sauvegarde et effectivement de la perte de données potentielles. Parce que moi, je pense qu'on peut plus facilement perdre une information qui est numérisée qu'une information qui n'est pas numérisée, qu'une information papier. D'accord ? En entreprise, un bug informatique, un piratage, un plantage, une panne, tout ça, ça arrive tous les jours en informatique. Tous les jours. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. J'ai formé une cliente à la comptabilité dans une petite entreprise, une petite PME d'une dizaine de personnes. Et la cliente faisait sa comptabilité sur un logiciel et donc utilisait un portable. Et je lui avais dit, écoutez, madame, il me semble important de vous alerter sur la nécessité de faire des sauvegardes régulières et multiples. C'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'une sauvegarde, mais on en fait 2 ou 3, en fonction de l'importance, qu'on situe physiquement dans des endroits différents. On peut en faire une sur le cloud, on peut en faire une physique sur une clé USB qu'on laisse dans un coffre. Voilà, on fait plusieurs sauvegardes et de façon régulière. Et on en garde historiquement plusieurs. Et plusieurs fois, je l'ai alertée et elle me dit oui, on va y penser, on va regarder ce qu'on peut faire, etc., etc. Et puis un jour, elle m'appelle et elle me dit j'ai un gros souci, on m'a volé mon ordinateur. Voilà, je dis madame, est-ce que vous avez une sauvegarde extérieure à l'ordinateur? Non, pas de sauvegarde. Alors, cette brave dame, elle avait rembarqué l'ordinateur portable le vendredi soir en rentrant chez elle, en pensant travailler un peu le week-end et rattraper le retard qu'elle avait. Son mari est rentré du travail et lui a dit « On ne travaille pas ce week-end, on part à la mer ». L'ordinateur est resté à la maison a été cambriolée pendant le week-end, l'ordinateur est parti. Toute la comptabilité de l'entreprise est partie. 1. La perte de temps. 2. La perte d'informations. Et 3, le risque de ne pas retrouver les informations et donc de ne plus avoir de possibilité de prouver les choses. Donc,
Le papier, je dis non, c'est plus aujourd'hui forcément la mode, on va dire, hein. Mais par contre, un véritable système de sauvegarde, là, c'est impératif. C'est impératif. Alors, malgré tout, on peut toujours faire du papier, hein. Il n'y a pas de souci. Mais vous verrez que s'il faut sortir toutes les factures, toute la comptabilité, les journaux, les grands livres, vous verrez ça quand vous aborderez P1, P2, ça fait énormément de papier. Donc, c'est plutôt aujourd'hui les sauvegardes qui sont importantes. Ça répond à votre question, Léa? Parfait. Oui, c'est bon, merci. Abdoul, je vous écoute. Juste une petite précision. À quelle date la DPAE doit être faite en général, s'il vous plaît? Alors, en général, elle doit être faite avant l'embauche. D'accord? Avant l'embauche. Alors, très concrètement, si on est sûr de tout et que l'entreprise est bien organisée, elle doit être faite dans les 5 jours qui précèdent l'embauche. Merci. Maintenant, ce qu'il faut se dire d'un côté pratique, c'est que la date butoir, c'est le salarié ne doit pas rentrer dans l'entreprise si la DPE n'a pas été faite. D'accord? À partir du moment où le salarié commence à travailler, ça veut dire que la relation de travail a commencé. Une relation de travail sans DPE, c'est du travail dissimulé et c'est un risque pour l'entreprise. OK, donc on va pouvoir passer à la suite et maintenant regarder les situations où le contrat de travail va s'arrêter. Donc dans ces situations-là, on parle de rupture du contrat de travail. Le contrat est rompu. Alors bien sûr, on va aborder les situations sous 3 angles, puisqu'il existe. Alors je vais faire un petit jam, d'accord, que je poste comme d'habitude. Hop. Alors, tableau blanc, voilà. Ouvrir le tableau blanc. Alors, pas forcément obligé de se connecter au jam, hein, puisque je vais le partager. Hop, je vais arrêter cette première présentation-là. Voilà. Et alors, il est parti où mon jam? Voilà, il est là. Voilà. Et donc, hop, je vais vous le présenter. Une fenêtre. Celle-ci. Voilà, donc vous le verrez aussi en même temps à l'écran. Et donc, nous parlons de la rupture du contrat de travail. Ici, l'objectif de la séance, ça va être de savoir dans quelles conditions le contrat de travail peut... Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Oh, excusez-moi, mon Siri s'est mis en route. Donc, c'était... ici, le but, c'est de connaître les différentes situations où le contrat va être rompu. D'accord? De connaître aussi leur contexte juridique et de voir éventuellement les petits soucis qui peuvent accompagner cette rupture. Donc, le contrat peut être rompu, lui, je dirais, à l'initiative de différentes personnes. On va nous aborder ça comme cela. D'abord, le contrat peut être rompu à l'initiative du salarié. Alors, quand le salarié décide de rompre le contrat de travail, on appelle ça comment? Bon, ce n'est pas très compliqué, hein, dites-moi. Une démission. Une démission, exactement. Donc là, on est dans le cadre d'une démission. Deuxième cas de rupture, cette fois-ci, elle ne sera pas à l'initiative du salarié, mais elle sera à l'initiative de l'employeur. Alors, dans ce cas, on appelle la rupture comment? Allez-y, Amadou. Licenciement. Exactement. C'est donc un licenciement.
Enfin, il existe un troisième mode de rupture du contrat de travail qui est né il y a 5-6 ans et qui aujourd'hui est plutôt beaucoup utilisé dans les entreprises. C'est finalement une rupture qui est à l'origine une initiative commune. Ça veut dire ça vient de la part de l'employeur et du salarié. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce type de rupture? Très bien, Nora. C'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Donc finalement, la rupture conventionnelle, c'est un type de rupture où et le salarié et l'employeur sont d'accord. Alors, c'est assez nouveau dans le droit français, d'accord? C'est assez récent, puisque ça date, je vous dis, d'il y a moins de 10 ans. Et à votre avis, pourquoi on a mis ce type de rupture en place? Allez-y, Abdoul. Je crois que c'est pour que l'employeur n'ait pas à payer des pénalités. Alors, on est à peu près sur ce registre-là, hein. Tout simplement, aujourd'hui, la majorité des licenciements, dans pratiquement 50% des cas, la majorité des licenciements sont contestés par les salariés. D'accord? La contestation doit être portée devant quel tribunal? Dites-moi. Qui gère les litiges entre les salariés et les employeurs? Qui fait ça? J'ai pas vu qui a levé la main. Allez-y. Abdel, dites-moi. Le conseil de prud'homme. C'est le Conseil des prud'hommes, tout à fait. Est-ce que vous connaissez d'autres juridictions? Dites-moi. Nora, dites-moi. La cour d'assises. Je ne vous ai pas entendu. La cour d'assises. La cour d'assises. Très bien, effectivement, c'est une juridiction. On entend parler de ça à la télé, hein. Alors, c'est une juridiction qui va juger des crimes, qui va juger essentiellement des crimes. Alors, Amadou? La cour d'appel. La cour d'appel. Alors, la cour d'appel, c'est une juridiction qui n'est pas commune, puisqu'on va dire que c'est une juridiction du second degré. J'expliquerai en quelques mots après à quoi sert la cour d'appel. D'autres juridictions du premier degré. Abdel? Le tribunal de grande instance, la TGI. Alors, le tribunal de grande instance. Alors, le tribunal de grande instance, et puis son petit frère, hein, il y avait le tribunal d'instance, n'existe plus depuis 2 ans, depuis le 1er janvier 2020. Ils ont été modifiés dans leur appellation, hein, et on l'appelle aujourd'hui le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire regroupe les anciennes juridictions qui étaient le TGI et le TI, le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. Cette juridiction va connaître des affaires entre particuliers, d'accord, des affaires civiles. Ça peut être aussi des affaires relatives à la famille, aux droits des enfants, par exemple. Donc, tout ça, ça sera le tribunal judiciaire qui va connaître de ce type d'affaires. Par contre, il y a vraiment un tribunal que vous, normalement, vous allez peut-être côtoyer dans votre futur métier, que vous ne m'avez pas cité. Abdoul? Je ne sais pas si ça existe, tribunal du travail. Alors, le tribunal du travail, ça pourrait exister, mais ça n'existe pas. C'est ce qu'a répondu, alors je crois que c'était Abdel tout à l'heure ou Amadou, je ne sais plus, mais il nous a dit qu'il y avait un tribunal qui s'appelait, alors il ne s'appelle pas le tribunal, il s'appelle conseil, et qui s'appelle le Conseil des prud'hommes.
Et le Conseil des prud'hommes va être appelé à connaître des affaires qui portent sur des litiges entre l'employeur et le salarié. Donc, dès qu'on a un souci en termes de droit du travail, ça sera le Conseil des prud'hommes qui sera compétent. Mais il y a un autre tribunal qui gère les entreprises, Une petite idée, personne? Amadou, allez-y. Cours et tribunaux. J'ai pas compris, excusez-moi. Les cours et tribunaux. Toujours pas compris, je suis désolé. Cours et tribunaux. Les Ah, cours et les tribunaux. les cours et les tribunaux, ouais, bah, ça c'est un terme générique, on est d'accord, mais il y a un tribunal qui va gérer les litiges entre les entreprises, tribunal auprès duquel les entreprises vont s'immatriculer quand elles vont se créer. De commerce? Voilà, merci Perline. Alors Perline avait levé la main, mais je pense que Michaelida l'a court-circuité. C'est effectivement le tribunal de commerce. D'accord? Donc le tribunal de commerce, lui, il est compétent pour tous les litiges entre entreprises, tous les litiges relatifs aussi à des problématiques de fonds de commerce qu'un comptable peut aussi avoir à traiter. Mais voilà, principalement, c'est son domaine de compétence. Donc, nous, ce que l'on va retrouver assez souvent dans votre futur métier et dans nos matières, alors pour ma partie P4, ça sera le tribunal, le Conseil des prud'hommes. Et juste comme ça, pour la partie P3, imaginons que je ne sois pas d'accord avec l'impôt que je dois payer et que je décide de saisir un tribunal. Quel tribunal je vais devoir saisir? Les impôts, c'est qui? Qui est l'autre partie? C'est qui les impôts? C'est pour qui les impôts? Léa? L'État? L'État, d'accord? Donc, finalement, ici, j'ai un litige en matière d'impôts entre l'État et une entreprise. Donc, c'est le tribunal administratif. D'accord? Il y a un tribunal qui gère tous les litiges où l'État est partie. Vous avez un problème avec votre mairie? Il faudra saisir le tribunal administratif si vous voulez porter votre affaire devant une juridiction. On a un problème avec l'État en matière de fiscalité. Alors, je devrais porter mes réclamations devant un tribunal qu'on appelle le tribunal administratif. Alors, pour revenir à notre sujet, c'est vrai que les conseils des prud'hommes, donc qui gèrent les litiges entre les salariés et les employeurs, avaient beaucoup de litiges concernant les licenciements. Tout simplement parce qu'on le verra plus spécifiquement dans la partie licenciement. Pour licencier un salarié, il faut un motif. Alors, soit un motif qui est lié au salarié, ou soit un motif qui est lié à l'entreprise. Les motifs qui sont liés à la salarié, c'est peut-être la faute du salarié. D'accord? Mais ce qui demande aussi à devoir prouver que le salarié a fait une faute. Une faute simple, une faute grave ou une faute lourde. Mais le droit français ne nous définit pas ce qu'est une faute lourde ou une faute simple ou simplement une faute. Par exemple, si je prends Amadou comme comptable dans mon cabinet, d'accord? Il a un contrat de travail et Amadou se trompe quand il fait une déclaration fiscale pour un de mes clients. Au lieu de mettre 10 000 euros, il met 100 000 euros. Est-ce que ça peut motiver son licenciement? Est-ce que c'est une faute? Alors vous allez me dire oui. Est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle est lourde? Comment prouver qu'il a fait la faute? Première chose. Est-ce que c'est pas simplement une insuffisance professionnelle qui n'est pas une faute? Vous êtes des mauvais comptables, vous êtes des mauvais comptables. D'accord? Donc vous voyez que tout ça, aujourd'hui, on a de la jurisprudence qui permet de dire, oh bah oui, telle faute, ça peut être une faute lourde, ou telle faute, ça peut être une faute grave, ou telle faute, ce n'est pas une faute reconnue par les tribunaux et ça ne peut pas entraîner de licenciement. Tout ça fait qu'effectivement, il y avait beaucoup de litiges concernant les licenciements. Mais de temps en temps aussi, il y avait des situations où et l'entreprise et le salarié étaient d'accord pour rompre le contrat, mais il y avait un frein. Dites-moi, quand je démissionne de mon travail,
quelles sont les conséquences? Alors, bien sûr, j'arrête mon travail. OK. Ensuite, je me retrouve où? Je vais pointer où? Quand on n'a pas de travail, on va pointer où? Au chômage. Au chômage, merci. Et quand je suis au chômage, qu'est-ce que je touche? Une indemnité, d'accord? Une sorte d'assurance chômage. Et donc, quand un salarié, dans certaines conditions, quand un salarié perd son emploi et est au chômage, il touche pendant un certain nombre de mois, pendant même un certain nombre d'années, une partie finalement des cotisations qu'il a versées, on verra plus tard ça, mais il touche une sorte de rémunération, une allocation. D'accord? Alors, je dis n'importe quoi. Moi, j'ai travaillé, je gagnais 2000 euros par mois. Malheureusement, aujourd'hui, je suis au chômage. Eh bien, je vais toucher pendant X mois 1500 euros. Ça, c'est le principe de l'allocation chômage. Mais l'allocation chômage ne fonctionne que si vous avez perdu involontairement votre travail. Et quand on est dans le cadre d'une démission, il n'y a pas de perte involontaire, puisque là, la perte du travail, la privation du travail, elle est volontaire. C'est vous-même qui avez décidé de ne plus honorer votre contrat ou de rompre votre contrat de travail. Donc ici, dans la démission, il n'y a pas d'assurance chômage. Alors que dans le licenciement, il y a une assurance chômage. Il y a donc la possibilité d'être rémunéré, de toucher le chômage. Comme on dit, Donc, imaginez la situation d'un salarié qui clairement ne se plaît plus dans son travail et un employeur qui n'a pas envie de garder sur ce salarié. Si l'employeur veut licencier le salarié, il faut une faute, il faut une raison. Et là, l'employeur, il n'en a pas, tout simplement, il n'a pas envie de garder ce salarié. Et le salarié n'a pas envie de rester. Et bien, on se retrouvait dans une situation de blocage parce que le salarié, lui, ne démissionnera pas, parce que malheureusement, s'il démissionne, il ne touchera pas de chômage. Et l'employeur ne pouvait pas licencier le salarié parce qu'il n'y avait pas de motif pour le licencier. Donc, on se retrouvait un petit peu dans une situation de blocage, ce qui fait qu'on a dû trouver une solution alternative, on a dû trouver une troisième voie. Une troisième voie pour la rupture du contrat de travail, c'est celle de la rupture conventionnelle. On est d'accord tous les deux pour rompre le contrat, alors allons-y, on rompt le contrat. Et, miracle, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui cette formule a beaucoup de succès, miracle, quand il y a une rupture conventionnelle, alors vous touchez votre chômage. Ce qui fait qu'un salarié qui n'est plus très content de son employeur, mais qui ne veut pas démissionner parce qu'effectivement, s'il démissionne, il se retrouvera sans aucune rémunération, préférera passer par une rupture conventionnelle de façon à pouvoir quitter son emploi et pouvoir toucher aussi du chômage, le temps qu'il retrouve un autre emploi. Pour l'employeur, quel est l'avantage de ce type de rupture? Si on est d'accord tous les deux, on est d'accord tous les deux pour arrêter le contrat. C'est ça le principe de la rupture conventionnelle. Si on est d'accord, il n'y a pas de raison que mon salarié me traîne au tribunal. Donc, j'évite, dans 99% des cas, j'évite le litige au tribunal. Puisque c'est lui qui est venu me voir et me dit bonjour, on a discuté, on est tombé d'accord tous les deux, on signe une convention de rupture, et on est OK, donc il n'y a pas de raison que derrière le salarié dise ah non, moi j'étais pas d'accord. Tu l'as signé, c'est que tu étais d'accord. Est-ce que c'est clair pour vous? L'intérêt de cette rupture conventionnelle et pourquoi le législateur a mis cette nouvelle possibilité pour les entreprises. Alors, on va voir un petit peu en détail comment se déroule cette rupture conventionnelle. Hop, je fais
des petites flèches comme ça pour signifier que la rupture peut se faire de 3 façons. Une ici. Une ici et enfin une ici. Voilà. Et maintenant, donc, on va aborder plus spécifiquement comment se fait cette rupture conventionnelle. Alors, ici, je vous ai déjà expliqué quel était le principe de cette rupture. Je vous le redonne en 2 mots. Les 2 parties sont d'accord pour ne plus continuer le contrat, donc rompre le contrat. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment les 2 parties, l'employeur et l'employé, sont OK pour rompre le contrat. D'accord ? Donc, on va regarder ça à travers les phases. D'abord, il y a des discussions entre les parties. Les parties, c'est qui? C'est l'employeur et l'employé. Discussion entre les parties sur l'éventualité de la rupture. Et concrètement, comment ça va se passer? Le salarié ou l'employeur, l'un des 2 peut prendre l'initiative, peu importe, va envoyer un mail, un courrier ou va avoir un contact. Alors, imaginons que ce soit le salarié. Le salarié va envoyer un mail ou un courrier à son employeur en lui disant « Bonjour monsieur, je ne me sens plus très bien dans votre entreprise et je souhaiterais savoir si vous seriez d'accord pour qu'on puisse discuter d'une éventuelle rupture conventionnelle. » L'employeur, il a 2 solutions. Soit il dit « Non, monsieur, moi, je ne veux pas discuter d'une rupture conventionnelle. » Là, le salarié se retrouvera bloqué et ne pourra passer que par la démission pour rompre le contrat. Ou soit l'employeur, éventuellement, est intéressé par la proposition du salarié et les 2 vont se réunir et discuter de la rupture conventionnelle. Pendant ces discussions, on va aborder quoi? Excusez-moi, monsieur. Oui. Donc, du moment que les 2 parties ne sont pas d'accord, donc dans ce cas-là, il y aura peut-être l'autre rupture, les autres ruptures, soit l'un ou l'autre. Oui, bien sûr. Encore faut-il que ce soit possible. Je pense notamment au licenciement. Imaginons que l'employeur lui-même prenne l'initiative de convoquer son salarié et d'évoquer avec lui une rupture conventionnelle et que le salarié n'est pas d'accord, il n'y a pas de solution. Puisque l'employeur, a priori, s'il propose la rupture conventionnelle, c'est qu'il n'a peut-être pas de faute à reprocher au salarié. Et à partir de là, s'il n'y a pas de motif, il n'y a pas de licenciement. Le salarié, pour lui, si lui était à l'origine de la demande de rupture conventionnelle et si celle-ci devait être refusée par son employeur, lui, il a quand même une solution. Le salarié peut démissionner, mais on sait que la démission entraînera, malheureusement, n'entraînera pas justement de couverture par l'assurance chômage. L'intérêt pour le salarié ici, c'est plutôt de dire, voilà, je vais quitter, c'est une sorte de démission, et mon patron, il est d'accord, et en plus, je serai couvert par l'assurance chômage. D'accord? 30 secondes, je vais fermer la porte. Comme je parle très fort. Donc, dans cette partie de discussion, dans cette partie préalable à la signature de la convention, on va discuter de quoi? On va d'abord discuter des modalités de départ. Alors, donc, discussion sur les modalités de départ, c'est-à-dire à partir de quelle date on va considérer que le contrat est réellement rompu. Donc, à partir de quelle date le salarié va cesser son travail.
Et on va discuter aussi de l'indemnité de rupture, du montant de l'indemnité. C'est-à-dire de la somme que l'employeur va donner au salarié au titre de la rupture conventionnelle. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre, le salarié arrive, il dit, bah voilà, moi je ne me plais plus trop dans le boulot, j'aimerais bien qu'on puisse discuter d'une rupture conventionnelle. L'employeur lui dit, bah écoutez, à la limite, moi je ne suis pas contre. Et finalement, l'employeur est obligé quand même de donner une indemnité de fin de contrat, une indemnité de rupture conventionnelle à son salarié. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, le montant, lui, il est discutable. Donc, on va discuter de ce montant. Voilà sur quoi vont porter principalement les discussions, la date effective de rupture, donc les modalités de rupture. J'ai oublié la suite, les modalités de rupture. Une fois qu'on est OK sur tout ça, ça c'était notre première étape, l'étape 1. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ça c'est étape 1. L'étape 2, ça va être la signature de la convention. On va signer un contrat. D'accord ? On va signer un contrat qui va nous dire, voilà, on n'est plus d'accord, donc on se sépare, je vais verser telle indemnité, le contrat prendra fin à telle date, etc., etc. Donc on signe une convention, ce qu'on appelle une convention de rupture. Tac, tac, tac. Je devrais vous trouver un exemple assez rapidement de rupture. Hop, je l'ai vu juste avant. Modèle de convention. Alors, c'est pas ça. Le CERFA. Hop. Il y a un modèle que l'État a. Je le modèle officiel. Pour aider les entreprises. Alors, je vais me la trouver. Ah ouais, le voilà. Télécharger. Voilà, j'attends que le téléchargement se termine et je vous montrerai après à quoi correspond exactement ce modèle. Donc, il va y avoir donc, la signature de la convention de rupture. Donc, on va signer ce contrat qui dit qu'on se sépare, etc. Et ici, il y a l'obligation d'accorder ce qu'on appelle un délai de rétractation. Ce délai de rétractation, il est de 15 jours. Alors, pendant ce délai, l'une ou l'autre partie peut venir et dénoncer la convention en disant bah non, finalement, je ne suis plus d'accord. Et ce délai doit être absolument respecté. Ici, par exemple, si un employeur ne respectait pas le délai de rétractation, alors la convention serait annulée. Une fois que ce délai est terminé,
on va envoyer la convention pour validation, pour homologation. À la fin des 15 jours. Hein. Alors, à qui va-t-on envoyer cette convention? On va l'envoyer à la direction départementale du travail. Donc, c'est un organisme, d'accord, qui est le représentant de l'État pour les entreprises, pour les relations de travail. Donc, les initiales, c'est la DREETS, D-R-E-E-T-S. C'est l'ex-direct. Avant, on l'appelait la directe. La direction départementale du travail ou la direction départementale, la direction régionale. Alors, cet organisme, il est chargé de vérifier si la convention a bien été faite. Surtout dans les formes, si les dates ont bien été respectées, si le montant de l'indemnité a bien été indiqué, etc. Une fois que l'envoi a été fait, il y a encore un délai de 15 jours pour l'organisme. Donc ici, j'ai envoyé la convention pour homologation à la direction départementale du travail. Et le délai de réponse, je dois attendre. Hein. Il est aussi, lui, de 15 jours. Une fois que ce délai, une fois que l'acceptation a été faite par la directe, dans ce délai de 15 jours, enfin, le contrat peut être rompu. Donc, seulement après ça, on a donc la rupture du contrat de travail. Donc concrètement, imaginons une situation, d'accord? Imaginons une situation, j'ai un salarié, hop, je vais mettre juste mes étapes, j'ai un salarié qui m'a proposé de pouvoir rompre son contrat par ce principe. Nous avons eu une discussion et nous avons abouti à convenir que c'était bon pour tout le monde d'opter pour ce type de rupture. On a validé le montant et les modalités de rupture. Donc nous sommes aujourd'hui le 20 octobre de l'année N. Et donc, on imagine qu'aujourd'hui, on est mercredi et je dis à mon salarié, bah, écoutez, venez vendredi. Bon, dans tous les cas, il continue à travailler, évidemment. Hein, pendant toute cette durée-là, le contrat de travail continue à devoir être exécuté par le salarié. Hein. Donc, je lui dis, écoutez, venez vendredi et puis on signera votre convention. Donc, il vient vendredi. Vendredi, nous serons le 22. Le 22. Donc, on signe le 22. 15 jours après, ici, j'enverrai moi le contrat. Donc, on va être aux environs des 7 ou 8. On va marquer le 8 pour prendre un jour de délai. Le 8 novembre, je vais envoyer le contrat, la rupture, la convention au service de la directe. Et seulement donc 15 jours après, j'aurai. Alors, ça, je peux avoir peut-être une réponse avant, mais leur délai maximum, c'est 15 jours. Donc, on sera au 23. Donc, la rupture du contrat ne pourra pas intervenir avant le 23 novembre, pratiquement un mois après la décision de rompre le contrat. Ce délai, il est impératif, ça veut dire que dans nos discussions et dans notre
sur notre CERFA, on va indiquer qu'on va rompre le contrat, par exemple, le 25. Comme ça, tous les délais vont pouvoir être respectés. Je n'aurai pas de problème au niveau de l'homologation ici et le contrat sera rompu le 25. Par exemple, je ne peux pas dire le 22, indiquer sur ma convention que le contrat sera rompu le 30. Ce n'est pas possible, puisqu'on est encore dans le délai de rétractation. Donc ici, en prenant ces dates-là, en m'assurant, par exemple, si j'indique une date de rupture le 25, je m'assure qu'il n'y a pas de souci. D'accord ? J'aurais eu le temps de laisser le délai de rétractation, j'aurais eu le temps de laisser les 15 jours à la directe pour m'envoyer leur accord d'homologation, ou à défaut, si je n'ai pas de retour, c'est considéré comme accepté. Et à partir de là, le contrat, voilà, si je le romps le 25, je suis bien. Alors, je vais vous montrer le type de CERFA. Vous faites une petite recherche sur Internet, vous retrouverez vite cette convention. Alors oui, c'est très administratif, hein. On va simplement indiquer voilà, l'employeur, l'employé, la qualification, qu'est-ce qu'il était, la convention collective applicable, etc., etc. Donc on a une première partie ici qui est simplement l'identification des parties, hein. Une deuxième partie dans lequel, vous voyez, on marque l'ancienneté du salarié. Pourquoi? Parce que simplement l'ancienneté va servir à calculer la prime que le salarié va toucher. Donc on indique le montant des rémunérations moyens. On va aussi indiquer comment se sont déroulés les échanges. Y a-t-il eu des échanges? Est-ce que le salarié était assisté? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est venu avec lui pendant les échanges avec l'employeur? Les dates d'entretien qui a pu y avoir. Et chose importante, alors je vous passe quelques petits détails de la rupture. On va indiquer aussi sur notre document deux choses. Quelle est l'indemnité que le salarié va toucher? Donc, quelle est la prime que l'employeur va lui donner au titre de cette rupture? Quelle est la date envisagée de la rupture? Et c'est là où je vous disais, il faut faire attention aux dates puisqu'on a des délais respectés. On va signer et puis on va aussi indiquer sur la rupture la fin du délai de rétractation et celui-ci, il ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires. Est-ce que, pour précision, vous savez, quand on parle de droit du travail, ce que c'est que les jours ouvrés, ouvrables et calendaires? On a trois notions qu'il faut connaître. Parce que vous allez voir que dans les délais, il y a beaucoup de choses en matière sociale qui sont basées sur ces notions. D'abord, ce qu'on appelle les jours ouvrables. C'est les jours pendant lesquels on peut travailler et qui sont des jours normaux, d'accord, qui ne donnent pas lieu à des majorations parce que ce sont des jours spécifiques. Les jours ouvrables sont les jours du lundi au samedi. Ça veut dire que pendant ces 6 jours, je peux travailler, mon entreprise peut me demander de travailler et ça ne donne pas lieu, alors en fonction du nombre d'heures effectuées, hein, mais dans tous les cas, je pourrais très bien ne pas travailler le lundi et faire 7 heures par jour du mardi au samedi. Le fait de bosser le samedi ne me donnerait pas droit à une majoration de ma rémunération. Ensuite, on parle souvent de jours ouvrés.
jours ouvrés, c'est les jours où réellement je travaille dans mon entreprise. Donc, ça peut, et c'est plutôt en général, du lundi au vendredi. Mais, alors ça c'est le cas général, hein, mais je pourrais très bien travailler, mes jours ouvrés peuvent être aussi du mardi au samedi. Dans la majorité des entreprises, alors peut-être pas par exemple dans le commerce, mais on travaille du lundi au vendredi. Et enfin, troisième notion qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle les jours calendaires. C'est tous les jours de la semaine. Donc les jours calendaires se comptent du lundi au dimanche. Je vous demande vraiment de retenir ces trois notions. Vous verrez que ici, dans la procédure de la rupture conventionnelle, on en parle, mais on en parlera aussi, notamment en jour ouvrable, dans la procédure de licenciement. Et qu'aujourd'hui, en France, il faut vraiment respecter toutes ces procédures pour bien valider que ce soit une rupture conventionnelle ou un licenciement. Y a-t-il des questions ? Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, la rupture, je prépare mon jam et puis je vous mets tout ça sur NetCampus et puis on continue les types de rupture. Là, on a fait à peu près le tour. Il nous restera un petit peu de parler de l'indemnité à voir. On a fini ça. La démission, ça va être relativement simple. Par contre, on passera un petit peu plus de temps sur le licenciement. Il y a plus de choses à dire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Dans tous les cas, on se voit vendredi pour la FISCA. Ça marche pour tout le monde ? Monsieur, la semaine prochaine, c'est les vacances. Ah bon, des vacances, mais vous venez de commencer les cours. Non, c'est pas moi. Bon, ben, on le fera bien sûr à notre prochain cours. C'est vrai que la semaine prochaine, c'est les vacances. Et après, on tombe un lundi qui est le 1er novembre. Donc, on ne se reverra pas avant le mercredi de la semaine suivante. Ça marche. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À vendredi. Ciao à tous. Au revoir, monsieur.